Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le chemin vers soi-même, ce podcast qui vous accompagne à voyager au cœur de vous-même, au travers de clés, de mantras, d'expérimentations, mais aussi de compréhensions qui sont les miennes. Je vous donnerai quelques clés pour pouvoir avancer en toute autonomie vers votre épanouissement, de manière à vivre une vie plus consciente et plus alignée à vous-même. Je suis Marie-Catherine, ostéopathe et thérapeute émotionnelle et je suis ravie de pouvoir vous proposer ce contenu podcast. Belle écoute à tous! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Le chemin vers soi-même. Le sujet d'aujourd'hui parlera des relations, celles que nous entretenons avec notre entourage, qu'il soit familial, amical, professionnel et autres, ce qu'ils viennent nous enseigner et quel plan d'action mettre en place. Belle écoute à tous! Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce 4e épisode. Aujourd'hui nous allons développer une thématique qui est assez large, qui est celle des relations. On va le séparer, je pense le scinder en plusieurs parties, avec la première partie qui sera sur le plan plutôt familial, mais je pense en faire un peut-être un peu plus complet qui ne traitera que de ce sujet-là. Ça sera une espèce d'intro pour le coup. Ensuite, on aura les relations des cercles proches, donc que ce soit amical, professionnel, ces gens qui nous accompagnent de manière régulière autour de nous. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent dans les relations avec des personnes que nous ne connaissons pas forcément, que nous sommes amenés à croiser dans nos vies. Qu'on voit une fois ou plusieurs, mais avec qui il n'y aura pas de véritable relation à proprement parler qui se développera. Seulement, ce sont plutôt des interactions pour le coup. Donc voilà, pour la première partie, donc pour ce qui est familial. Je vais essentiellement vous parler des relations père et mère, puisque dans tous les cas, nous avons tous, dans nos relations de famille, un père, une mère, ça c'est sûr. Seulement, on n'a pas forcément des frères, des sœurs, des cousins, enfin voilà. Les grands-parents aussi sont importants. Là, on sera sur le plan du transgénérationnel, qui là, pour le coup, méritera un épisode entier uniquement sur ça. Le concept du transgénérationnel, pour être assez rapide, c'est le fait qu'on vienne s'incarner en tant qu'âme dans un corps, dans la matière, dans une famille, c'est, à mon sens, jamais le fruit du hasard de pourquoi on vient naître dans cette famille, avec cette histoire de famille-là, ces lignées familiales-là, selon aussi si on est plusieurs dans la fratrie, que ce soit des mêmes parents ou sur des familles recomposées, pareil, on va porter des enseignements qui vont être différents d'un enfant à l'autre. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est passionnant, qui est assez vaste. Voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais c'est sûr qu'il y sera parce que pour moi, c'est vraiment un pilier qui est... c'est un axe de travail qui est vraiment très intéressant, qui peut être déterminant pour certains et certaines. Voilà. Donc ça sera à venir. Donc, pour en revenir, père et mère. Puisque nous avons tous un père, une mère, et on va parler sur le plan biologique, ce qui veut dire que tout le monde peut s'identifier à ça, enfin tout le monde peut prendre ce que je vais dire là comme on va dire une règle, je le mets entre guillemets de base, en sachant que selon les situations de chacun, de chacune et les histoires, si vous avez eu un père ou une mère absent, si vous avez été abandonné par vos parents, et ben du coup ce qu'ils viennent nous enseigner forcément sera manquant et donc on va compenser ce manque justement à travers d'autres piliers
qu'ils soient masculins, féminins, mais qui ne remplaceront jamais en fait ce qui vient se jouer dans la relation père-mère. Puisque je vous ai fait un petit spoil, ce sont en fait des référents de construction, donc pour le père masculin, référent de construction féminin pour la mère. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il vient au monde, il n'a pas de ressources cognitives et mentales comme nous, adultes, là, quand on écoute ce podcast, on a aujourd'hui. On est simplement à travers du ressenti émotionnel. Ce qui fait que, comme en plus sont les 2 premières personnes à entrer dans notre vie, notre père, notre mère, ça va constituer des piliers hyper importants. Si ces piliers sont absents de nos vies, il va forcément manquer quelque chose de très déterminant pour notre construction émotionnelle. Un enfant, s'il n'a pas l'amour de ses parents, il y a quelque chose de vital qui est absent. Et donc forcément, on peut imaginer tout ce que ça va venir créer derrière. C'est bien pour ça que tout au long après de l'enfance, avec les expériences qui se jouent avec nos parents, ça va... Si je reprends les premiers épisodes que j'ai faits, notamment celui sur les 5 blessures, il y a beaucoup de nos programmations émotionnelles, de ce qu'on peut analyser comme des traumatismes, ou la mise en place des croyances. Les croyances, je vous ferai un épisode aussi sur ça, petite parenthèse. Les croyances, elles sont très souvent issues de nos parents. Toutes nos programmations inconscientes, ce qui découle en fait des traumas ou des événements qu'on a vécus qui n'ont pas été pleinement intégrés émotionnellement, prennent leur source dans la relation aux parents. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des thérapeutes émotionnels ou les psychologues, psychanalystes vont toujours chercher, toujours, dans la relation avec les parents, parce que forcément c'est là que se jouent beaucoup de choses. Je vous ferai un épisode. Dis donc, ça fait déjà 3 épisodes que je vous annonce. Ça fait beaucoup de sujets à développer. Quand on est en couple, qu'on a le projet de faire une famille, quand on a le projet d'avoir des enfants, c'est qu'il y a une part inconsciente de nous qui vient se réparer, un ou une ou plusieurs, bien évidemment. Plusieurs parts de nous, en fait, qui vont venir se réparer dans la relation avec les enfants. C'est pour ça que les enfants sont de superbes outils pour notre cheminement personnel. Moi, j'adore la relation avec ma fille, pour celles et ceux qui le savent ou pas, mais je suis maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 6 ans, et elle est juste fantastique, parce que quand on envisage la relation parent-enfant comme un réel endroit, espace pour grandir et d'apprentissage, que dans les 2 sens, c'est-à-dire que moi, évidemment, j'apprends des choses à ma fille, mais ma fille est une superbe enseignante. Parce qu'en fait, elle me permet de voir toutes les parts de moi qui sont en souffrance et que je viens guérir chez elle. Et c'est exactement la même chose quand nous, on est dans la situation de l'enfant avec nos parents. Étant donné qu'on est sur une génération où on n'avait pas cette lecture de la relation parent-enfant telle qu'elle est aujourd'hui, en mettant l'émotionnel au centre, on va dire, de la relation, on est dans la déconstruction justement de toutes les croyances qui se sont jouées, tout ça. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'à l'adolescence, les relations sont très souvent, majoritairement, peuvent être conflictuelles avec les parents, parce qu'en fait l'enfant est là pour montrer aux parents quelles sont ses zones d'ombre, quelles sont les croyances qui le bloquent encore dans sa vie, qui l'entravent encore. Et donc, pour les voir, pour que le parent puisse le voir, l'enfant va grossir l'expérience et venir taper dans toutes les failles du parent. Ça se fait très souvent inconsciemment, mais voilà. Donc c'est vraiment un espace relationnel qui, quand on le vit en conscience, peut être vraiment très enrichissant, très sollicitant, parfois souffrant, ça je vous l'accorde, surtout quand c'est vécu sans conscience dessus. Mais c'est vraiment des espaces pour grandir, et ça des 2 côtés. Du côté des parents, du côté des enfants, c'est assez magique. En termes de référents, donc, pilier de construction, le référentiel va être différent. L'enseignement que chaque parent va nous transmettre va être différent chez l'un ou chez l'autre. Ça, c'est Lise Bourbeau qui en parle dans son livre, donc, des 5 blessures de l'âme, que j'ai déjà cité pour le premier épisode que j'ai fait, en sachant que donc le parent du même sexe
qui, je le rappelle, donc, est souvent celui à l'origine des blessures, même sexe, donc de blessures de rejet et d'humiliation. Ce parent-là a pour mission de nous apprendre à nous aimer nous-mêmes. C'est-à-dire que dans son comportement avec nous, ou même dans sa relation à lui-même, ça va être notre référentiel de comment j'arrive à me donner de l'amour à moi. Ce qui fait que si vous avez une maman, vous êtes une fille, vous avez une maman qui est beaucoup dans le sacrificiel, votre modèle, votre référence de construction va plutôt tendre vers du sacrificiel. Parce que c'est quelque chose qu'on répète. Puisque comme c'est la première chose qu'on connaît, et que bien évidemment c'est pas comme à l'école, à la lecture, vous avez des règles qui sont prédéfinies. Pour l'éducation des enfants, il n'y a aucune règle qui est définie. Il n'y a pas de cours qui existe pour nous apprendre comment aimer les émotions, tout ça. C'est l'école de la vie, mais il n'y a pas d'école pour apprendre à faire tout ça. Donc, de manière inconsciente, et de manière aussi très naturelle, notre référentiel de fonctionnement va être calqué sur le fonctionnement qu'on va avoir de ce parent. Et pour le parent du sexe opposé, lui va plutôt être de nous apprendre à nous laisser aimer, comment est-ce qu'on reçoit l'amour des autres. Voilà. Donc si vous avez un père, une mère absente, et bien forcément, selon si vous êtes un homme ou une femme, voyez sur quel plan il va y avoir quelque part des choses que vous allez pouvoir aller voir, aller travailler, parce que du coup, dans votre fonctionnement, si vous avez beaucoup de mal à recevoir de l'amour des autres, et ben si vous êtes une femme, vous allez plutôt aller voir qu'est-ce qui s'est joué dans la relation avec votre père, parent du sexe opposé. Voilà, comment lui fonctionne, quelles ont été lui ses croyances éducatives, quels ont été les principes éducatifs qu'il a mis en place. Si vous aviez une relation avec un père qui est assez distant, assez froid, assez pudique, qui montre pas trop ses émotions, forcément ça peut être plus compliqué pour vous de recevoir de l'amour. Ou alors, justement, si vous en avez très peu reçu, dès qu'on va vous en donner, dès qu'un homme va vous donner un peu d'attention, un peu d'amour, de suite, ça va être le signal, genre le feu vert, et on peut vite s'emballer, enfin voilà. Donc c'est ça. Les enseignements père-mère dans le relationnel, c'est surtout ça que je voulais vous développer. Ensuite, si on passe sur les relations amicales et aux autres, je vais commencer par vous expliquer ma petite illustration, comment je peux appeler ça, ma petite anecdote pour illustrer en fait ce qui vient jouer dans le relationnel. En fait, il y a deux grandes façons en fait de voir ce qui joue dans le relationnel avec les autres. Il faut savoir que une fois détaché du familial, je vais vous donner un exemple pour vous détacher en fait de l'émotionnel, de l'abord émotionnel, pour vous faire comprendre qu'est-ce qui se joue sur un plan purement, on va dire, pratico-pratique. Admettons, vous croisez quelqu'un dans la rue un jour, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu donc, et très probablement que vous ne reverrez jamais. Et cette personne, ce jour-là, dans son libre arbitre, et on ne sait pas ce qui lui passe par la tête, s'adresse à vous et émet un jugement sur vous, du style madame, je vous trouve vraiment très moche. Alors, je suis d'accord avec vous que ça peut paraître assez cocasse comme situation, et que c'est pas très courant, heureusement. Seulement, vous avez, pour vous illustrer en fait les deux types de réactions. Vous avez la première personne qui va se dire exactement ce que je viens de vous dire. C'est assez improbable que quelqu'un me dise ça, mais ça va pas l'atteindre, ça va glisser. Il va juste trouver ça un peu absurde, mais voilà, il va continuer sa journée et ça l'aura pas atteint plus que ça, voire pas du tout d'ailleurs. Et vous avez l'autre personne que ça va activer de suite, ça va l'énerver, mais qui vous êtes pour me dire ça, on se connaît pas, de quel droit est-ce que vous osez émettre un jugement comme ça sur moi? On sent que ça vient toucher quelque chose. Et que du coup, il y a une réaction qui se met en place qui est un peu incontrôlable, assez soudaine. Ce qu'on appelle une charge émotionnelle, bien que ça soit pas... c'est une émotion de colère. Enfin, de colère ou d'agacement, peu importe. Ça vient déclencher quelque chose, ça vient faire réagir quelque chose. On est d'accord que comme ces deux personnes ne se connaissent pas, vous ne connaissez pas la personne en face de vous,
Sur le plan du relationnel et de l'émotionnel, il n'y a rien qui se joue en termes de contrat de fidélité, de choses comme ça, il n'y a rien. Donc ça prouve bien qu'en fait la personne qui réagit, avant même de rencontrer cette personne dans la rue, elle avait quelque chose en elle, une part blessée, des croyances, une programmation qui lui fait croire que ce que la personne en face d'elle lui dit est la vérité. Parce que c'est ce qu'on lui a fait croire. C'est probablement, ça peut s'expliquer par petite fille, on lui disait toujours qu'elle était habillée comme un garçon manqué, alors qu'elle c'est comme ça qu'elle aimait s'habiller, mais les gens autour d'elle, je sais pas, selon si une fille ça doit s'habiller en rose et à paillettes, et enfin voilà, peu importe ce que les croyances qu'on nous a fait porter, mais voilà, elle c'est quelque chose qu'elle a mal vécu, et donc dès qu'on va lui faire une remarque à ce sujet-là, ça va activer quelque chose. Je vous donne cet exemple parce que dans nos relations de tous les jours avec les gens qu'on connaît, c'est exactement la même chose, sauf qu'à ça vient se greffer tout ce qui est en lien avec les liens. Donc, c'est-à-dire avec nos amis, je ne sais pas si c'est à un moment donné, vous avez été... c'est une amie que vous avez connue au collège et vous avez vécu une période qui était difficile, on s'en prenait souvent à vous et cette amie est devenue votre amie parce que c'était la seule qui vous acceptait tel que vous êtes, et avec le temps, chacun chemine, chacun évolue selon son chemin de vie et on n'est plus forcément en phase, mais on se dit quand même non, je peux pas arrêter cette relation, c'est une relation qui dure depuis 10 ans, elle m'a quand même apporté beaucoup de bien, tout ça. Oui, c'est vrai. Sauf que du coup, en fait, on reste parce que y a un espèce de contrat de loyauté elle m'a sauvé la vie, entre guillemets, à un moment donné où j'étais pas bien. Elle m'a apporté du bien, du réconfort et je crois lui être redevable. Ou cette personne me dit que je lui suis redevable. Vous voyez ? Ça, c'est des choses qui se jouent, qui répondent en fait à des parts de nous, qui trouvent leur réconfort dans l'autre. Tant que l'autre vient répondre à nos attentes et vient prendre soin, vient prendre par la main, en fait, c'est le petit schéma que j'ai fait avec une patiente ce matin, vient prendre par la main toutes ces parts de nous qui ont été dans la souffrance à un moment donné, c'est chouette. Sauf que si un jour vous en avez marre de tenir par la main les parts blessées de l'autre et vous en avez tout à fait le droit, et c'est là où du coup il y a des conflits et des choses qui viennent se jouer. Donc ça, le fait de bien réaliser qu'on n'a aucun pouvoir ni de bien ni de mal chez l'autre, c'est plutôt chouette. Quand je dis pouvoir de bien, c'est-à-dire après on peut tomber dans ces relations, on peut être dans ces relations de sauveur. L'autre va bien parce que je lui apporte le matériel dont il a besoin, parce que je lui fais la cuisine tous les jours et c'est ce dont il a besoin, donc voilà, notre relation se passe bien, voilà. Mais le jour où vous n'avez pas envie de faire la cuisine, ça va créer un conflit avec l'autre parce que lui, du coup, vous répondez à son attente de j'ai quelqu'un qui fait la cuisine pour moi tous les jours, et si un jour vous décidez que c'est plus le cas, ça va plus, ça crée une tension. Donc c'est chouette de pouvoir cuisiner pour l'autre, si en prenant conscience que lorsque je décide de préparer le repas pour l'autre tous les jours, c'est parce que j'ai une part chez moi qui m'appartient, qui n'appartient pas à l'autre, qui trouve son réconfort à cuisiner pour l'autre. Donc je prends ma pleine responsabilité que l'autre me l'ait demandé ou non. Si j'accepte de le faire, c'est parce que je le fais en ayant conscience que ça me fait plaisir de le faire pour l'autre. Si je me sens contraint à le faire, si je dis oui, mais qu'au fond de moi, en me questionnement, en fait, ça me fait chier, j'ai pas envie, il faudra pas que je m'étonne si un jour je pète un plomb, parce que j'en ai marre. En fait, je ne peux m'en prendre qu'à moi de ne pas avoir su dire non, je n'ai pas envie. Quitte à si j'arrive pas à faire ça, c'est qu'il y a une peur derrière aussi. Et c'est là où l'exercice est intéressant d'aller voir. Pourquoi j'ai peur de dire non, en fait, j'ai pas envie de cuisiner. Parce que j'ai peur de perdre l'autre. C'est là où on est dans du sacrificiel, nani, nana. Et voilà. Donc en fait, tout ce que je crois faire pour l'autre, c'est intéressant, c'est hyper important, je crois, de se rendre compte que je le fais d'abord pour moi. Voilà, s'il y avait un truc à résumer, c'est ça. Tout ce que je crois faire pour l'autre, je le fais d'abord en conscience pour moi. De toujours reprendre sa responsabilité.
on a souvent tendance à décentrer sur l'autre à l'extérieur. Oui, mais regarde, si on revient à cet exemple de la personne qui marche dans la rue et qui nous dit ça, non mais pour qui elle se prend de me dire ça, non mais ça va pas, et pourquoi moi et pas une autre? Ok, en fait à faire ça, on dépense une énergie à essayer d'agir sur déjà quelque chose qui s'est passé et qui est terminé, donc j'ai pas de pouvoir sur ça, et en plus de ça sur quelqu'un que je ne connais pas et que je ne reverrai pas, et puis même si je la connaissais, la personne, si elle a envie d'agir comme ça quelque part, elle a le droit. Libre à moi de dire, si c'est quelqu'un que je côtoie régulièrement, de dire en fait je suis pas alignée avec ça, je mets fin à la relation. Vous voyez, reprendre sa responsabilité. Ça introduit du coup l'autre concept hyper important dans le relationnel, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que l'autre, en miroir, va venir vous jouer des points, comme les enfants avec leurs parents, donc va nous jouer une expérience qui va nous permettre d'aller conscientiser, d'aller voir quelque chose que jusqu'alors chez moi je n'avais pas vu. Donc, si j'ai la sensation que l'autre, si je ne vois chez l'autre toutes les critiques en fait que je dis sur l'autre ou sur les autres, je peux aller voir chez moi si je fonctionne pas de la même façon. Ça veut dire que c'est un fonctionnement chez moi que déjà je ne veux pas admettre avoir, parce qu'il n'est pas forcément très chouette, mais c'est surtout qu'il est en réponse, c'est une forme de défense, une réponse de protection pour éviter d'aller vivre ou revivre quelque chose qui est souffrant. Quel exemple je pourrais vous prendre ? Si je vous prends par exemple, voilà, le respect, allez. Je ne me sens pas respectée par l'autre. Eh ben, l'autre, en ne vous respectant pas dans l'expérience qui se joue, ça ne veut pas dire que parce que dans l'expérience vous ne vous sentez pas respecté, que l'autre en a rien à faire de vous, ou peu importe. C'est dans l'expérience qui se joue. Dans l'expérience qui se joue, vous ne vous sentez pas respecté. Allez donc voir à quel endroit vous ne vous êtes pas respecté. Si l'autre vous manque de respect, c'est très probablement qu'en fait, il est en train de, dans l'expérience, veut que vous voyez à quel endroit vous vous êtes manqué à vous-même de respect. Ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Si tu le vois chez l'autre, c'est que tu ne veux pas le voir chez toi. Pour en revenir aux critiques, moi j'avais intégré, peut-être à tort, je ne sais pas, peut-être ça changera un jour, mais qu'on ne parle toujours que de soi. Et ça revient à ce que je vois chez l'autre, c'est ce que je ne veux pas voir chez moi comme fonctionnement. Si je dis... oh regarde, elle fait toujours ça, et ça vous est déjà arrivé, je suis sûre. Vous êtes avec une de vos meilleures amies, tout ça, et puis vous regardez une émission de télé-réalité et vous dites oh, putain, elle, vraiment je la supporte pas, regarde comment elle fait et tout, et vous avez votre amie qui vous regarde et qui me dit mais en fait tu fais la même chose. Non, c'est pas vrai. Ça nous est tous déjà arrivé ça. Mais c'est bien preuve qu'en fait ce qui nous agace chez l'autre, c'est que ça vient activer quelque chose qu'on a déjà chez nous. Donc c'est en ça aussi que les relations sont hyper riches. Mais ça vous arrive en fait quotidiennement, constamment dans votre vie. Vous allez faire les courses et je sais pas moi, la personne devant vous, elle a des mimiques ou quelque chose qui vous agace. Mais si ça vous agace vous et pas la personne qui est derrière vous, c'est qu'il y a bien quelque chose de différent et que c'est que ça vient bien toucher quelque chose qui vous appartient, vous voyez ? Donc c'est en ça que le relationnel est hyper riche et vous l'avez, et c'est un exercice pour grandir et pour s'élever qui est quotidien, et en plus vous pouvez le faire mais 15 fois dans la journée parce que des gens différents vous en rencontrez plein, que ce soit au travail avec votre patron, que ce soit avec vos collègues, avec votre compagnon le soir en rentrant, au téléphone avec une amie ou avec vos parents, si vous êtes parents avec vos enfants. Enfin, on a tellement de possibilités d'évoluer sur des choses de tous les jours qu'en fait on passe à côté très souvent. Voilà, donc c'est de chouettes espaces. Le relationnel, c'est vraiment un très chouette espace pour grandir. Ça m'amène à distinguer du coup deux types de relations. Quand je dis c'est un chouette espace, les chouettes espaces, c'est aussi dans les relations qui sont fluides, qu'on a depuis longtemps. Les gens qui sont des amis, qu'on considère comme des guides, des âmes sœurs, appelez-les comme vous voulez, nos meilleurs amis, enfin voilà, ces relations qui
sont douces et qui nous apportent du réconfort, avec qui on peut parler de tout et qui sont vraiment teintées d'un amour et d'une bienveillance qui est importante. J'imagine bien que quand je vous dis ça, vous avez tous quelqu'un qui vous vient en tête. Donc on a des relations aussi qui sont mises sur notre chemin pour être comme des guides, des soutiens. Elles durent toute une vie ou pas d'ailleurs, mais parce que quand l'enseignement de la relation, c'est fait, quand ce qui se joue dans la relation est ok, validé, et du coup ça change de manière très fluide. Il y a des relations qui se terminent de manière très naturelle, sans qu'il y ait de dispute, mais voilà, c'est juste que le contrat il est rempli. Et donc mais on a tous au moins une, deux personnes très proches avec qui on va pouvoir tout dire. Et ça c'est chouette, c'est vraiment des espaces qui nous remplissent dans les moments difficiles. Après, il y a un autre type de relation. Alors moi je dis chouette, c'est plus par rapport, c'est des relations qui nous font grandir, mais c'est pas forcément toujours dans des conditions chouettes. Je vous l'introduis avec cette notion de est-ce que c'est vraiment quand tout va bien qu'on va aller chercher des ressources qu'on ne pensait pas avoir et qu'on va vraiment se dépasser, ou est-ce que c'est plutôt dans les situations où on se sent en difficulté ou alors on vit de la difficulté? C'est plutôt celle-ci, le deuxième cas. C'est les situations qui sont difficiles, parfois douloureuses, qui font qu'on a envie de s'en sortir, on a envie d'aller mieux. Et donc en fait, on va aller chercher hors de notre zone de confort, en mettant un peu en veille tout le reste, parce que aussi il y a des moments où c'est de l'ordre de la survie. Et ces relations-là, c'est aussi un espace qui nous fait grandir. Parce que sans cette épreuve, je n'aurais pas transcendé, je ne me serais pas questionnée sur pourquoi je la vis, si c'est un schéma qui se répète, pourquoi il se répète, et s'il se répète et qu'il est souffrant, en fait, j'ai envie de sortir de ça. Vous voyez, à un moment donné, on est obligé de passer par de l'épreuve pour avancer. Même si on aimerait que tout se fasse tranquillement et doucement. La vie n'est malheureusement ou pas d'ailleurs, un long fleuve tranquille. Donc, c'est dans ces épreuves-là aussi qu'on peut libérer des grandes choses. Peut-être que je ferai un épisode sur ça à l'occasion, pas de suite, mais un épisode sur la résilience, je pense, peut-être teinté de personnel. Parce que moi j'ai eu des périodes de vie et des relations qui ont été difficiles, mais qui à la fois aujourd'hui, je suis très fière de ce que j'en ai, de la transformation que j'ai pu faire de ces relations-là. Et je suis pas dans la gratitude de l'avoir vécu, mais plus dans la résilience. J'ai su apprendre et vraiment tirer des enseignements vraiment hyper positifs. Et je sais que ces périodes-là, ces relations-là m'ont tellement changé profondément, parce que c'est venu taper dans tous mes schémas les plus sombres de fonctionnement. Et c'est de là que j'ai pu aller les voir, les prendre à bras-le-corps, entre guillemets. Et je crois que c'est dans ces moments-là où aussi on arrive à se donner de l'amour, parce que quand dans le relationnel, vous n'arrivez pas à trouver l'amour dont vous avez besoin, vous êtes forcément obligé d'aller vous le donner vous-même, d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où aussi, sur le plan de l'âme, ces relations que parfois on peut dire les gens sont toxiques. Moi, je ne crois pas que quelqu'un soit toxique. Je crois que on est tous plus ou moins, entre guillemets, toxiques dans nos dysfonctionnements, dans nos masques et dans nos personnages qui, du coup, on l'a vu, sont dysfonctionnels. Mais c'est pas en soi quelque chose qui nous définit. Je crois pas que quelqu'un soit à 100% toxique. C'est par contre dans la relation, dans le lien, dans ce que les deux énergies, 1 plus 1, là, une personne et une personne, il y a un lien qui se joue, une relation qui se joue. Ça, c'est toxique, c'est le relationnel. C'est pas les personnes qui sont toxiques. Vous voyez ce que je veux dire ? La nuance. Et je trouve qu'elle est hyper importante. Parce que quelqu'un qui va pouvoir être toxique avec vous ne le sera pas forcément avec quelqu'un d'autre. Bon, bien évidemment, il y a des cas à part.
tout ce qui va être tueur en série, tout ça, bon, on va pas épiloguer sur le sujet, mais je parle d'une manière vraiment commune et courante. Voilà. J'aborde un dernier point. Sur le plan de l'âme, à chaque fois que du coup vous allez vivre des expériences, des relations qui sont difficiles, quand effectivement ça vous permet de grandir et de vous rapprocher un peu plus, en fait ça ne permet que de mettre en lumière des choses qui vous entravent à vous rapprocher de votre véritable nature, de votre véritable vous. Ce qui fait que si on le voit sur le plan de l'âme, en fait, toutes les personnes qui sont ce qu'on pourrait identifier comme de véritables connards parce qu'ils vous jouent une expérience difficile, à chaque fois ça vous permet d'aller voir, ok, ça tape dans quoi chez moi, et donc d'aller travailler dessus, et donc d'en tirer du positif. Donc, sur le plan de l'âme, on est sur des cadeaux d'amour. Je parle bien sur le plan de l'âme, pas dans la matière. Je vous raconte pour terminer, et je pense que ça sera une note assez douce pour finir ce podcast sur le relationnel, en espérant avoir pensé à tous les points. Au pire, je vous en ferai un complémentaire après, il n'y a pas de problème. Je vous raconte l'histoire de la petite âme qui veut venir s'incarner sur Terre et avoir la plus belle vie du monde. Comme les choses, elles vont toujours en plus et moins, elles s'équilibrent. Si elle veut venir s'incarner en ayant la plus belle vie du monde, il faut forcément que quelqu'un accepte d'avoir la pire. Et donc, elle va voir toutes les gens qu'elle connaît dans son village d'âme pour demander si quelqu'un veut venir s'incarner avec elle, tout en sachant que du coup, il aura le pire rôle de la Terre. Et bien évidemment, tout le monde refuse. Donc elle rentre chez elle un peu dépitée parce qu'elle peut pas, du coup, elle peut pas venir s'incarner. Et en fin de compte, il y a son meilleur ami qui vient toquer à la porte et qui lui dit « Écoute, moi je vais le faire pour toi. Parce que je t'aime et parce que j'ai envie que tu puisses atteindre ça, je vais venir m'incarner avec toi et endosser en fait le rôle de la pire version qui puisse exister de l'humanité. » Résultat, toutes les expériences, aussi négatives qu'elles puissent être, aussi négatives que vous puissiez les juger être, sont toujours de superbes opportunités de grandir. Ouais. Donc, repensez un petit peu à ces relations, à une ou des relations que vous avez pu avoir où vous vous dites franchement, c'est vraiment une relation qui m'a marquée. C'était terrible, voilà, ce qui s'est joué. Et essayez de voir, de balancer ce que vous en avez tiré de positif, ce que ça vous a permis d'évoluer, d'aller de l'avant. Et finalement, vous vous rendrez compte que il n'y a pas toujours que du négatif. Donc remerciez toutes ces personnes qui vous ont permis de vous mettre en colère, de prendre conscience en fait, finalement, peut-être pas forcément sur le coup, ça peut venir des années après, mais de dire « Ah ok, en fait, je comprends ». Donc ouais, je crois que c'est important, pas d'être en gratitude de tout, je mets de côté, en fait je pense que je fais un grand panier où c'est des sujets un peu plus touchy, comme par exemple les enfants qui sont victimes d'abus sexuels, toutes ces choses-là, même les femmes qui sont victimes de violences. Bon, voilà, ça c'est des sujets dont on pourra reparler, mais on va pas trop le mettre dans cette case-là de ce que je viens de dire, bien que, mais pas sur le coup. Vous voyez, rien n'est gratuit non plus, même si on le sait, l'âme choisit son expérience de vie, sa feuille de route. Il y a des moments où on peut dire, on peut donner certaines belles leçons d'évolution, de spiritualité, tout ça, mais il y a un temps pour tout et il faut remettre aussi chaque chose à sa place. Donc je crois pas que quand on vient de vivre ces expériences-là, on puisse se dire « Ah bah génial, en fait je vais en tirer du positif ». Non, pas de suite. Il y a toujours un premier temps où c'est important d'accueillir l'expérience, tout ça, donc chaque chose en son temps. C'est plus dans l'enseignement après coup, à plus ou moins long terme. Mais voilà, pour nuancer un peu ce que je dis et ne choquer personne. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais globalement vous transmettre sur le relationnel. Donc en gros, pour résumer, dans la relation père-mère, pilier de construction, référentiel pour
grandir, comme la programmation de base, donc parents du même sexe qui nous apprend à nous aimer nous-mêmes, et parents du sexe opposé qui nous apprend à comment se laisser aimer, comment recevoir de l'amour des autres. Donc ça, c'est hyper important. La relation enfant-parent, un véritable espace d'enseignement, et ça, j'y reviendrai sur un podcast à part. Que ce sont uniquement des expériences qui se jouent et que ça n'a jamais rien à voir avec la personne. Dès que vous décentrez, recentrez par l'exercice de vous dire ok, ça vient me jouer quoi chez moi? Si je le vois chez l'autre et que ça m'énerve autant, qu'est-ce que ça vient me montrer chez moi? En miroir. Voilà. Et voilà, toujours le relationnel, c'est vraiment un espace, je crois que c'est un peu le maître mot de cet épisode, c'est vraiment un espace, des espaces multiples qui nous font tellement grandir. Et voilà, c'est important de pouvoir voir tout ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode. Bye bye.